Vous avez dû déjà tous entendre parler de cet idéogramme sur la gestion de crise qui à la fois veut dire crise mais veut dire opportunité aussi. Donc c'est un petit peu ce sur quoi je voudrais axer ma presse de ce soir. Tout d'abord, je serais curieux de savoir combien parmi nous ce soir ou en France ou même de par le monde d'ailleurs pensent qu'un jour on va revenir à une situation identique à celle du 1er décembre 2019 par exemple, ou en tout cas d'avant cette pandémie. Pourquoi cette question? Parce que c'est vraiment une question de perception sur ce qu'est une crise. Est-ce que vraiment aujourd'hui on est dans une crise? Bon, c'est le mot qui passe bien, hein, qui passe dans tous les médias. Une crise, selon moi, ça suppose un impact soudain, violent, court, et souvent sans préalerte, et qui va mettre en danger notre activité, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour cette pandémie? Je ne suis plus sûr. Aujourd'hui, d'ailleurs, on commence à nous parler d'apprendre à vivre avec le Covid, d'apprendre à vivre avec cette nouvelle situation, avec des masques, etc. etc. Donc, il y a plus une question d'attitude et de perception de cette crise. Cette perception, c'est exactement la même qu'on va percevoir lorsqu'un dirigeant va subir une crise dans son entreprise. D'abord, on va voir que c'est physiologique, hein, d'accord? Il y a cet effet de sidération où beaucoup de gens vont être bloqués face à une crise, quelle qu'elle soit, hein, un incendie, un ransomware dont on a parlé tout à l'heure, une pandémie où on a 80% de ses salariés qui sont absents. Il y a un état d'abord de blocage où on ne sait pas réagir. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de temps, on a réagi, on commence à digérer cette situation. Et tout comme le chef d'entreprise qui sort la tête du guidon, on va pouvoir se donner un peu d'air, lever un peu les yeux et peut-être chercher de nouvelles solutions. Tout ça pour dire que quelle que soit la durée ou la violence de la crise, ce qui va nous aider, c'est notre faculté à réagir, notre faculté à rebondir, à dépasser cette phase de sidération et à reprendre conscience de notre environnement, de ce qui se passe, de l'impact de la crise, peut-être de ses origines, et de chercher à s'en sortir. Pour ça, on va essayer de comprendre, de connaître son environnement, de connaître peut-être un nouvel environnement, vivre avec des masques ou avec du gel. On va devoir forcément utiliser des outils pour découvrir ce nouveau milieu. On va créer des liens, c'est là où on va y arriver, hein. On va créer des liens, interliguer, intelligence. On va faire de l'intelligence sur son environnement économique. Donc, on va faire de l'intelligence économique. C'est une meilleure transition. L'intelligence économique, ce ne sera pas la solution, attention. L'intelligence économique, ce sont des outils qui vont nous aider à comprendre et à passer au mieux cette crise. Donc, j'aimerais qu'on passe rapidement sur ces outils, enfin rapidement, j'aimerais qu'on passe sur ces outils. Donc, on va parler évidemment de veille, de sécurité économique, hein, et un petit peu de communication stratégique. Alors, tout le monde connaît cette image du radeau de la Méduse. C'est peut-être un peu triste d'ailleurs qu'on ait tous cette connaissance collective d'un naufrage. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sympa d'avoir connaissance de cette vision de la Méduse? Ça, c'était la façon facile de vous amener sur les solutions de veille. Avec cette petite phrase que j'aime bien, qu'il faut garder en tête, de Machiavel, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Effectivement, c'est typiquement, hein, dans les cas de crise, si on subit cette crise, c'est que, on n'a pas vu les indicateurs d'alerte qui étaient peut-être perceptibles juste avant la crise. Vous savez, ces fameux indicateurs qu'on voit, que nous seuls voyons en tant que téléspectateurs dans les films américains. On sait très bien qu'il va se passer une crise, mais personne d'autre le voit.
Donc il y a ces indicateurs d'alerte et un peu en amont, si votre veille est plus stratégique, plus lointaine, vous devriez avoir des indices, des faisceaux d'indices qui vous permettent d'anticiper ces crises. Donc effectivement, la veille doit nous aider à comprendre, à anticiper, et ensuite à s'adapter et à rebondir. Alors attention, la veille, tout à l'heure le mot infobésité a déjà été utilisé. Le principe de la veille, ce n'est pas de récolter de l'information, de cumuler de l'information. La veille, d'ailleurs j'aime bien utiliser veille et anticipation, la veille est un outil un outil de pilotage qui permet aux dirigeants de prendre des décisions, de l'aider en tout cas à prendre dans sa prise de décision. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. On l'a vu, pour rester dans cette pandémie, on a vu que de nouveaux marchés ont émergé. On a parlé beaucoup de relocalisation, même si dans les faits, c'est un peu plus compliqué que prévu. On a vu apparaître des technologies de rupture, ou en tout cas, si on ne les a pas vues apparaître, on se les est peut-être appropriées plus facilement. On a beaucoup parlé de numérique, de data, de télécommunication, hein, avec la 5G, d'intelligence artificielle. Beaucoup de désinformation aussi, hein, ça a été abordé avec le premier intervenant. On est revenu sur des solutions d'impression 3D qui n'intéressaient pas forcément les industriels, peut-être il y a un an ou un an et demi. On s'intéresse aux métaux rares. On a redécouvert les circuits courts, notamment pour la partie nourriture. La conquête de l'espace a été relancée par quelqu'un qui était inconnu dans l'espace il y a quelques années avec SpaceX. On a découvert que les avions pouvaient être, alors je crois qu'on dit pas verts, mais ou écolo, avec des avions plus légers qui consomment moins de carburant. On a découvert aussi l'impact du RGPD et l'extraterritorialité du droit américain. Certains ont été très rapides et dès les premières semaines, certains dirigeants ont été capables de rebondir et fabriquer en grande quantité du gel ou des masques. Et un autre exemple que j'aime bien aussi, on a découvert il y a quelques mois la situation de monopole de Amazon. Et les commerçants qui se plaignaient d'Amazon, les plus malins, ceux qui avaient une veille le plus active, sont très rapidement passés à des solutions de e-commerce pour compenser leur lacune, la fermeture de leur site physique. Voilà pour la partie veille. Pour la partie sécurité économique, j'aime bien m'appuyer sur le baromètre d'Allianz. Alors celui-là, c'est le 2020. Rapidement, c'est alimenté par les chefs d'entreprise de par le monde. Et voici les principaux risques qui les inquiètent aujourd'hui. Donc il y avait les incidents cyber, les interruptions de prod, le changement de loi et des normes, les catastrophes naturelles, l'évolution du marché, une partie plus physique avec les incendies ou les explosions, le changement climatique. De plus en plus important, la partie atteinte à la réputation, à l'image, ou la perte de valeur de la marque, les nouvelles technologies et ruptures, et les développements macroéconomiques. Ça, ce sont des signes noirs, si vous voulez, des signaux d'alerte pour vous dire que, attention, ça c'est ce que je crains, donc je vais y prêter attention. Dans le sens je vais y prêter attention, toujours pour rester sur l'aspect veille, ça veut dire que je vais déjà, intellectuellement en tout cas, mettre en place des outils pour me préparer, pour me protéger de tout ça. Qu'est-ce que ça donne? D'un côté peut-être plus offensif et plus toujours sur la partie sécurité économique, vous offrez forcément, pendant cette période de crise, des opportunités pour vos concurrents. On a vu énormément d'actions d'espionnage, des cyberattaques, on vient d'en parler, hein, énormément de ransomware, surtout liés au télétravail, ou des phobies aussi, et des OPA agressives. Autre point important en sécurité économique, c'est le savoir-faire. On a vu un phénomène qui était assez intéressant, c'est que
pas mal de salariés se sont rendus compte qu'ils pouvaient changer de vie, que c'était le moment de changer de vie, et ils sont partis, ou alors ils ont été licenciés pour raisons économiques. Seulement, ces gens-là sont partis avec un savoir-faire. Tout comme on se rend compte souvent dans une usine dans l'industrie, par exemple, j'ai des exemples ici sur Pau, où on se rend compte dans une usine de 50 salariés que la personne qui est là depuis 30 ans, qui est la seule à savoir régler la machine-outil que personne n'utilise à part lui, qui part à la retraite dans 3 semaines, et qu'en fait, une fois qu'il sera parti, on perd un savoir-faire énorme. Donc ça fait partie des points de protection du savoir-faire et protection de l'activité économique qui sont primordiaux et qui sont à prendre en compte, si possible, avant cette fameuse crise. Autre aspect que j'aime bien parce qu'il dénote le volet offensif de l'intelligence économique qu'on oublie beaucoup trop souvent, c'est les opportunités offertes par le RGPD. Alors, c'est pas bien ce que je vais dire, hein, mais aujourd'hui, on sait que énormément d'entreprises ne sont pas conformes au RGPD. Voilà, c'est un fait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne saisirait pas cette opportunité? En France, on est bien sage, et je peux vous assurer que dans d'autres pays, ce serait une excuse d'action beaucoup plus offensive, voire agressive, de balancer un concurrent, parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas en conformité avec le RGPD. Il ne faut pas négliger cet aspect offensif de l'IE. On peut faire des choses légales tout à fait intéressantes avec les outils de l'intelligence économique. Le volet communication stratégique maintenant, avec l'emblématique Donald et ses coups de communication. Un exemple de communication de crise qui m'est arrivé là en début d'année sur Poitiers d'ailleurs, une usine qui a subi une attaque cyber, et dans la partie communication, donc on a fait comme préconisé par la gendarmerie et par tout le monde, communication interne, communication auprès de la presse locale, des syndicats, des clients, du groupe, voilà, avec beaucoup de complications. Et j'ai eu un cas un peu nouveau à gérer, c'est-à-dire que forcément, cette entreprise avait subi un plan social économique suite à la pandémie. Et il a fallu expliquer aux syndicats que non, le virus informatique qui avait vérolé 90% de l'usine n'avait pas été implanté par les dirigeants de l'usine pour cacher des informations secrètes sur le PSE qui était en cours. Donc parfois, il ne faut pas oublier qu'à la crise peut s'ajouter une autre crise. Quand on n'est pas prêt, enfin on n'est jamais prêt, hein, par principe. En tout cas, le dirigeant, lui, n'est jamais prêt. Hein. Rappelez-vous cet effet de sidération là, dont je vous ai parlé. La gestion de crise, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de commerce. En tout cas, pas encore. Donc cet effet de sidération, il est parfois très violent à passer. Côté communication stratégique, aussi, j'ai relevé cet exemple de communication d'influence qui était intéressant. Deux groupements professionnels. D'un côté, le milieu de l'aéronautique, qui en 2018 a fait un chiffre d'affaires de 65 milliards d'euros, et de l'autre côté, le tourisme, qui en 2018 aussi a fait un chiffre d'affaires de 55 milliards d'euros. A priori, 10 milliards d'euros à cette échelle-là, on pourrait dire que ce sont deux marchés qui ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre. Pourtant, le secteur aéronautique a bénéficié d'une aide de 14 milliards d'euros de mémoire, dont 7 pour Air France, alors que le secteur du tourisme s'est vu avec tous les hôtels et restaurants fermés, les stations de ski fermées, qui pour moi est plus embêtant parce qu'en étant à Pau, ça crée quelques frustrations de voir les montagnes et pas pouvoir y aller. Donc, selon moi, une grosse campagne de communication d'influence qui a été très efficace d'un côté et catastrophique de l'autre, pour, a priori, un potentiel 65 milliards d'un côté, 55 milliards de l'autre, qui est un potentiel ou un poids économique qui est relativement important dans les deux cas.
Tout ça pour dire que la partie communication, ça a été très abordé en début de soirée, hein. Aujourd'hui, dans la partie gestion de crise, c'est quelque chose de primordial. Euh, Soit dans la partie crise en elle-même, soit dans la partie influence et comment se sortir de la crise. Donc, bien choisir sa cible, hein, à qui je m'adresse, communication interne, externe, quels médias j'utilise. Est-ce que j'utilise TikTok aujourd'hui, ça peut marcher, ou Twitter, comme comme l'a très bien fait Donald. Je choisis mes éléments de langage. Je peux vous assurer que quand il a fallu s'adresser aux syndicats à Poitiers ou aux clients du groupe, c'était pas tout à fait les mêmes éléments de langage. Quel porte-parole j'utilise? Tout le monde a en tête, ou en tout cas la plupart d'entre nous ont en tête le DRH d'Air France il y a quelques années qui a passé le grillage et qui a laissé la moitié de sa chemise sur le grillage de l'usine lors des mouvements. En revanche, qui se rappelle du chef d'entreprise de la petite société d'artisanat qui gérait les travaux de Notre-Dame à Paris et qui a fait cramer, qui a fait un gros buzz à l'international, qui a cramé le toit de Notre-Dame. Personne ne s'en rappelle. Pourquoi? Parce que ce sont deux cas typiques d'une communication de crise excellemment gérée. Personne ne se rappelle de cet artisan qui pourtant est responsable d'avoir déclenché le feu à Notre-Dame. Et pourtant, on a tous, d'un côté, on a tous en tête l'image de ce DRH qui a laissé la moitié de sa chemise sur le grillage. Dernier point sur cette partie communication, aujourd'hui, on sait faire, on peut pallier à ça, on peut s'entraîner. Ça s'appelle du média training, ça s'appelle de la prise de conscience, se poser devant prise de conscience de l'impact que peut avoir une communication réussie et d'utiliser les bons outils. Dernière diapo pour pas trop vous épuiser. Aujourd'hui, ce que je retiens moi alors vous l'appelez crise ou pandémie comme vous voulez, hein. Pour moi, c'est plus une crise, hein, on est dans un changement de paradigme, on est dans un changement de façon de travailler, façon de vivre même. Néanmoins, pour la partie crise aujourd'hui, on sait faire. Ça ne devrait plus être une surprise, que ce soit dans une entreprise ou dans un gouvernement. Je vais m'abstenir de commenter la gestion de crise au niveau du gouvernement, mais en tout cas, au niveau d'un dirigeant, quelle que soit la taille du groupe, aujourd'hui, ça se travaille, ça s'entraîne. Tout ce dont on vient de parler, c'est au niveau de la stratégie de direction et on sait réagir. Il y a ce petit cercle qui ressemble beaucoup au plan Do Check Act d'amélioration continue. Le premier carré en haut qui est la préparation, ben voilà, je viens de vous parler de média training, mettre en place une cellule de crise, tout ça, ce sont des choses qu'on sait faire aujourd'hui. La partie détection, c'est souvent là que le bas blesse, hein, parce que s'il y avait un système de détection efficace, il n'y aurait pas la crise, on mettrait en place les mesures de correction avant que la crise n'intervienne. Ensuite, ce qui va très vite, c'est la partie qualification ou évaluation de cette crise. Combien de temps il faut entre le moment où vos collaborateurs se rendent compte que l'ordinateur est vérolé et le moment où j'appelle la gendarmerie. Cette partie-là, en fonction de la formation que vous avez donnée à vos salariés, elle peut être plus ou moins longue. La réaction arrive enfin, vous voyez que ça arrive uniquement en quatrième élément. La réaction à la crise, c'est ce temps qu'on va prendre pour gérer la crise. Ça peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines maximum, mais un retour à la vie normale ou à une activité normale devrait arriver relativement rapidement. En tout cas, pas 18 mois comme la pandémie. Et enfin, dernier volet, peut-être le plus important, mais peut-être aussi le moins exploité, c'est la partie retour d'expérience et tirer les enseignements. Qu'est-ce qui a pêché? Où est-ce que ça a pêché? Et qu'est-ce que j'ai loupé pour ne pas l'avoir vu?
et qu'est-ce que je vais mettre en place pour corriger ces failles de sécurité ou ces failles qui ont déclenché cette crise. Et je recommence mon cycle avec la partie préparation en fonction des failles que j'ai relevées.